Aujourd'hui, nous allons parler des plans réticulaires. On va passer en revue les équations de plans, les indices de Miller d'un plan, les familles de plans et la distance interréticulaire entre plans réticulaires. Alors, l'équation d'un plan réticulaire s'exprime par la relation mathématique hx plus ky plus lz égale petit m. Avec x, y, z, c'est les coordonnées d'un point quelconque du plan. H, K, L et M, c'est des entiers qui appartiennent à Z, c'est-à-dire des entiers relatifs. Et H, K, L, c'est des nombres entiers premiers entre eux. Alors, H, K, L, c'est ce qu'on appelle les indices de Miller du plan. Ah ben, M, si M égale 0, le plan, ça veut dire qu'il passe par l'origine. Si M égale plus ou moins 1, il s'agit du premier plan à partir de l'origine. Si c'est plus 1, ça veut dire qu'il est dans le cadran positif des axes cristallographiques. Si c'est moins 1, il est dans le cadran négatif. Si M égale plus ou moins 2, il s'agit du deuxième plan à partir de l'origine et ainsi de suite. Alors l'ensemble des plans réticulaires parallèles constitue une famille de plans réticulaires. Une famille de plans réticulaires sera caractérisée par ses indices de Miller et elle est notée HKL entre parenthèses. La distance qui sépare deux plans consécutifs d'une famille s'appelle distance interréticulaire et elle est notée D indice HKL. Maintenant, on va passer à la détermination des indices de Miller. Alors, la première méthode consiste à la détermination des intersections du plan, considérées avec donc les axes cristallographiques petit a, petit b, petit c. Ensuite, on inverse ces intersections et on multiplie le résultat par un facteur approprié de telle sorte à ramener les résultats précédents à trois entiers premiers entre eux. Par exemple, pour un plan d'équation hx plus ky plus lz égale m, les intersections avec les axes petit a, petit b, petit c seront respectivement m sur h, m sur k et m sur l. Si j'inverse ces intersections et ensuite je multiplie par m, on trouve hkl. La deuxième méthode, pour la détermination des indices de Miller, on compte le nombre de plans de la famille rencontrés suivant chacun des trois axes. Petit a, petit b et petit c. Le nombre de plans selon petit a est égal à h. Le nombre de plans selon petit b sera égal à k. Et le nombre de plans selon c sera égal à l. La première méthode, elle a l'avantage de conduire à l'indice en grandeur et en signe. Par contre, la deuxième méthode, elle nous donne l'indice qu'en grandeur, pas en signe, si vous voulez. Donc le signe, il faut regarder le schéma pour déterminer le signe. Et plus l'indice est grand, plus les plans sont rapprochés. Parce que plus l'indice est grand, plus il y a un nombre important de plans qui coupent l'axe cristallographique. Regardons maintenant le schéma de certains plans ici. Donc vous avez 4 plans parallèles qui coupent les axes petit a, petit b et petit c. Alors, le deuxième plan à partir de l'origine coupe les axes en A, en 2 tiers, B en 2 tiers et C en 2 quarts. Regardons sur le schéma, vous voyez bien que A, il est coupé par le deuxième plan en 1 tiers, 2 tiers. Parce que sur toute l'unité de A, vous avez 3 plans. Donc ça c'est 1 tiers et ça c'est 2 tiers. B, la même chose. Ça c'est 1 tiers et ça c'est 2 tiers. Donc le deuxième plan, il coupe B en 2 tiers. Et il coupe C ici. Donc selon C, vous avez 4 plans. Donc ici c'est 4 demi. 2 quarts, pardon. C'est 2 quarts. Donc c'est 2 quarts ici. Donc 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Donc il le coupe, le deuxième plan coupe C en 2 quarts. Et c'est ce que nous avons ici. Alors maintenant, pour déterminer donc les indices de Miller, il faut passer ensuite à un tableau qu'on va remplir et retrouver en fin de compte les indices de Miller.
Voici le tableau. Donc, dans la première colonne, je mets les axes cristallographiques. Dans la deuxième colonne, les intersections. Troisième colonne, les inverses des intersections. La quatrième colonne, le facteur multiplicatif. Cinquième colonne, les nombres entiers. Sixième colonne, nombres entiers premiers entre eux. Et les indices de Miller, HKL, dans la dernière colonne. Donc, les intersections, nous avons dit que c'était 2 tiers selon A, 2 tiers selon B et 2 quarts selon C. Si j'inverse ces intersections, ben je vais retrouver 3 demi, 3 demi, 4 demi. Donc là, c'est des nombres fractionnaires, il faut que je les ramène à des nombres entiers. Pour cela, il faut que je multiplie par un facteur multiplicatif approprié. Ici, c'est 2 parce que les dénominateurs de 3 fractions, c'est 2. Donc, ici, on multiplie les 3 fractions par 2 pour obtenir 3, 3, 4 comme nombre entier. Maintenant, s'ils sont déjà premiers entre eux, pardon, donc on va les remettre ici. S'ils ne sont pas premiers entre eux, ça veut dire s'ils ont un autre diviseur commun autre que 1, s'ils ont un diviseur commun autre que 1, ça veut dire qu'ils ne sont pas premiers entre eux. Il faut les diviser par ce diviseur commun et retrouver des nombres entiers ici qui ne sont divisibles que par 1, qui n'ont de diviseur commun que 1. Donc ici, nous avons les nombres qui sont déjà entiers entre eux et les indices de Miller donc seront HKL, H égale 3, K égale 3 et L égale 4. Et cette famille-là, donc la famille HKL, c'est la famille 3, 3, 4. Deuxième méthode, on détermine les indices de Miller en comptant le nombre de plans selon chaque axe cristallographique. Alors, selon A, donc entre 0 exclu et A inclus, nous avons 3 plans, donc H égale 3. Selon B, nous avons 3 plans aussi, donc K égale 3, et selon C, nous avons 4 plans, L égale 4. Regardons, effectivement, nous avons 1, 2, 3 plans selon A, 1, 2, 3 plans selon B, et 1, 2, 3, 4 plans selon C. Donc je regarde à partir de l'origine jusqu'à l'extrémité de chaque axe. Voilà, donc, pardon, je reviens à la diapositive qui était avant de venir ici. Donc, c'est-à-dire, c'est celle-ci, voilà. Donc, nous avons la famille HKL, c'est la famille 3, 3, 4. Alors, vous remarquez que nous n'avons pas représenté le plan passant par l'origine pour qu'il ne soit pas compté deux fois. Effectivement, si je représente ici le plan qui passe par l'origine, je le compte une fois ici et une fois à l'extrémité. Parce qu'à l'extrémité, c'est l'origine de la maille qui suit. Donc, pour ne pas compter le plan deux fois, on ne représente pas celui qui passe par l'origine ici. Et là, vous revenez à cette remarque-là. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter le plan à l'origine et à l'extrémité. Il faut compter un seul plan, soit à l'extrémité, soit à l'origine. Lorsqu'un plan est parallèle à un axe cristallographique, on dit qu'il se coupe à l'infini. Et de ce fait, l'indice du plan selon cet axe vaut 1 sur l'infini égale 0. Donc tout plan qui est parallèle à un axe voit son indice par rapport à cet axe qui est 0, qui est nul. Si un indice est négatif, on le représente par une barre au-dessus du chiffre correspondant. Si c'est H avec une barre comme ça, donc c'est H bar, donc on lit H bar, K bar ou L bar. Le plan précédent c'était les plans 3, 3, 4. Si les indices étaient négatifs, on les note 3 bar, 4 bar. Maintenant, on va parler des plans en zone. Lorsque plusieurs familles de plans réticulaires, H1, K1, L1, etc., sont parallèles à une même rangée UVW, on dit que ces plans forment une zone. Et la rangée UVW, c'est ce qu'on appelle l'axe de zone.
On va voir ça sur un schéma directement. Donc vous avez les plans H1, K1, L1, H2, K2, L2 et H3, K3, L3. Donc c'est des plans parallèles, donc c'est une famille de plans. Et ils sont tous parallèles à cette rangée-là, UVW. Donc cette rangée, c'est ce qu'on appelle l'axe de zone. Et ces trois familles de plans forment des plans en zone. Donc, vous avez la zone UVW. Alors maintenant, on va étudier la condition qu'il faut vérifier pour qu'une famille de plans HKL appartienne à une zone UVW. Donc on vous donne la zone UVW, on vous donne un plan et on vous demande de dire si ce plan appartient à cette zone. Alors pour cela, il suffit que la rangée UVW appartienne à un plan de la famille HKL. D'équation donc HX plus KY plus LZ égale petit m. Alors pour cela, je vais prendre deux nœuds de la rangée considérée, dans la rangée UVW bien sûr. Le premier nœud de coordonnées x0, y0, z0 et le deuxième nœud x0 plus u, y0 plus v et z0 plus w. C'est-à-dire c'est le nœud qui suit le premier directement. Les deux nœuds appartiennent au plan, donc ils vont vérifier son équation. Donc hx0 plus ky0 plus lz0 égale petit m, c'est l'équation 1. Et hx0 plus u, ky0 plus v et lz0 plus w égale m, c'est l'équation numéro 2. Et en faisant 2 moins 1, on obtient hu plus kv plus lw égale 0. Et c'est ça la condition à vérifier par un plan pour qu'il appartienne à la zone UVW. Donc si vous avez un plan HKL, vous multipliez le H par U, le K par V, le L par W, vous sommez le tout, et si vous trouvez 0, ça veut dire que le plan est effectivement un plan de la zone UVW. Maintenant on passe à la forme de plan. Les plans réticulaires, on passe à la forme des plans. Donc quand vous avez des plans ou bien on appelle forme de plan des familles de plans équivalentes. Donc quand vous avez des familles de plans qui sont équivalentes par rapport à une opération de symétrie du réseau, on dit que ces plans constituent une forme de plan. Donc ces familles de plans équivalentes doivent être reliées entre elles par des opérations de symétrie du réseau. Une famille de plans ou une forme de plan, pardon, est notée entre accolades comme ça, HKL. Par exemple, si vous prenez le réseau cubique, donc une maille cubique, vous avez les familles 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 qui constituent une forme de plan qu'on peut désigner soit par la première notation ici entre accolades, deuxième notation entre accolades ou la troisième notation entre accolades. Généralement, personnellement, je prends celle-ci, la première si vous voulez. Mais vous pouvez prendre l'une des trois. Alors, ici, pourquoi on dit que les familles de plans 1, 0, 0 et 0, 1, 0 et ensuite 0, 0, 1 constituent une forme de plan? Parce que si vous prenez ces trois plans-là, et si vous faites tourner le cube par rapport à la diagonale principale d'une rotation d'un angle de 2π sur 3, ben vous allez avoir ces faces-là, les faces du cube, qui se transforment l'une en l'autre. Bien, l'une vient remplacer l'autre. Donc on dit qu'elles sont équivalentes et qu'elles constituent une forme de plan. Même chose pour les formes d'axe. Alors pour les formes d'axe, on appelle formes d'axe des familles de rangées équivalentes. Elles sont reliées aussi entre elles par des opérations de symétrie du réseau. On les représente maintenant entre guillemets comme ça. Donc ça veut dire que c'est une forme d'axe UVW. Dans un réseau cubique toujours, vous avez les familles 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 qui constituent une forme d'axe et qu'on désigne par 1, 0, 0 entre guillemets ou comme tout à l'heure ces deux notations-là. Donc, ces trois rangées, la rangée selon A, selon B et selon C, si vous faites tourner le cube
autour de sa diagonale principale, eh bien, ce cube va faire interchanger les axes entre eux. Cette rotation va faire interchanger les axes du cube entre les axes A, B, C entre eux. Donc, ils deviennent équivalents par la rotation de 2π/3 autour de la diagonale principale. Alors, dans le réseau hexagonal maintenant, on va voir que c'est un réseau un peu particulier auquel on peut ajouter un indice de Miller. C'est l'indice petit i. Et les plans du réseau hexagonal seront désignés par le jeu de 4 indices H, K, I, L. Je vais faire un dessin du réseau hexagonal à la cote Z égale 0, c'est-à-dire dans le plan de A, B. Donc là, on représente petit a, c'est-à-dire on le note petit a1, on l'appelle petit a1, petit b, on l'appelle petit a2, et petit c, on l'appelle, c'est pas petit c, c'est un autre, si vous voulez, c'est le petit b de la maille qui est à droite ici, hein. Donc il sera égal aussi, il sera égal à A3, on va le noter par A3, et enfin, je vais mettre l'axe inverse de A3, j'appelle moins A3, dans ce sens-là. Ensuite, nous allons tracer la trace du plan HKL, d'un plan HKL sur les plans A1, A2, A3. Ben, quand un plan coupe un autre plan, ben, la trace entre du premier plan sur le deuxième plan, c'est une droite. Donc, c'est ce que j'obtiens ici. Maintenant, je prends l'origine là, O. Le point I, c'est l'intersection de A3 avec le plan HKL ou bien avec la droite qui est la trace du plan HKL sur le plan A1, A2, A3. On mène la parallèle à A2 à partir de I et l'intersection de cette parallèle avec A1, c'est ce qu'on appelle le point M. Le point N, il est à l'intersection de la parallèle à A1 et à l'intersection avec A2. Ici, vous avez les intersections des trois axes A, B et A3, si vous voulez, A1, A2, A3, pardon, avec le plan. Donc, avec le plan HKL. Donc là, vous avez M sur H, M sur K et M sur I ici. Donc, dans ces paramètres du réseau hexagonal, vous avez A1 qui est égal à A2 qui est égal à A3. Donc, les modules ou bien les grandeurs de A1, A2, A3 sont égales en valeur absolue. Hein. Les paramètres angulaires A1, A2 égale A2, A3 égale A1, A3 égale 120 degrés. Donc là, vous avez tous les angles qui sont égaux à 120 degrés, pardon, c'est là. Là, voilà. Donc l'angle ici 120, 120 et 120. L'indice I est défini par rapport à A3. Donc là, l'indice I, l'indice petit I, il est défini par rapport à A3. D, c'est la trace du plan HKL sur le plan A1, A2, A3. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez le plan qui contient A1, A2 et A3. Le plan HKL, il coupe ce plan-là. Et la trace du plan HKL sur le plan A1, A2, A3, c'est cette droite. Enfin, D va couper, c'est-à-dire en quelque sorte le plan HKL. Il va couper A1 en M sur H, A2 en M sur K et A3 en M sur I. C'est ce que nous avons noté ici. Donc, D, il coupe A1 en M sur H, pardon, A2 en M sur K, ici, et A3 en M sur I, là.
Or, le point grand I de coordonnées x1, y1, ce point-là, ses coordonnées c'est x1 et y1. Donc ses coordonnées c'est OM et ON. Donc c'est x1 et y1. Donc le point I de coordonnées x1 et y1 se trouve à l'intersection de la droite A3 d'équation y égale x et la droite D d'équation hx plus ky égale petit m. Effectivement, si on regarde le schéma, donc I se trouve à l'intersection de A3 avec la droite D. Donc l'équation de la droite A3, c'est l'équation, elle est de la forme y égale x. Parce que A3 ici, moins A3 si vous voulez, c'est la bisectrice de cet angle-là. Donc la droite a pour équation y égale x. Et je disais aussi qu'il est à l'intersection de la droite y égale x et la droite d'équation hx plus ky égale petit m. Effectivement, ici, la droite, c'est une trace du plan HKL sur le plan A1, A2, A3. Ben, si elle fait partie du plan HKL, donc ça veut dire que l'équation du plan c'est hx plus ky plus lz égale petit m. Ben, z ici est égal à 0 puisque nous sommes sur le plan A1, A2, A3. Donc, le petit l z devient égal à 0. Il nous reste hx plus ky égale petit m, c'est-à-dire que nous avons cette équation-là pour la droite. Le point I toujours se trouve sur la droite A3. Donc la droite, elle a pour équation y égale x. Donc ça veut dire que si je prends l'ordonnée du point I x1, donc elle est égale à y1. Donc y1 est égal à x1. Le point grand I se trouve aussi sur la droite. Donc vous avez hx1 plus ky1 pour la droite D égale petit m. Donc hx1 plus ky1 égale petit m. Comme x1 égale y1, donc je remplace ici une fois y1 par x1 et une deuxième fois x1 par y1. Donc pour la première fois, quand je remplace y1 par x1, je retrouve que h plus k x1 égale petit m. Et pour la deuxième fois, lorsque je remplace x1 par y1, je vais retrouver h plus k y1 égale petit m. Et tous ces deux relations sont égales. C'est toujours x1 égale y1 qui va nous donner donc h plus k égale x1, h plus k facteur de x1 égale h plus k facteur de y1 égale petit m. D'où x1 égale y1, parce qu'on l'a déjà trouvé ici, égale m sur h plus k. Donc si on tire x1 à partir de cette égalité égale m, donc on trouve x1 égale m sur h plus k. Si je prends la deuxième égalité, donc vous avez y1 égale m sur h plus k. Maintenant, nous allons passer à la démonstration, si vous voulez, notre démonstration, si vous voulez. Donc, on va considérer le triangle OMI. On va montrer qu'il est équilatéral. Et on va tirer ensuite I en facteur de h et k. Donc, si je reprends ici le schéma, donc le triangle OMI, il est là. Hein. Donc, cet angle-là, puisque celle-ci, c'est la bisectrice de l'angle A1, A2, donc cet angle-là, c'est 120 divisé par 2, donc ça fait 60. Vous avez ici deux parallèles comme ça, donc avec une séquence, donc, en disant que les angles alternes internes sont égaux. Donc cet angle-là est égal à 60, cet angle-là est aussi égal à 60. Donc l'angle MOI égale 60 et l'angle OIN égale 60. Donc ça veut dire, puisque l'angle MIN égale 120, donc l'angle MIO c'est 60, c'est la moitié. Donc nous avons dit que cet angle-là égale 60, celui-là égale 60, il nous reste celui-là, ben c'est 60 parce que la somme des angles d'un triangle c'est 180 degrés. Donc nous avons MOI 60, MIO 60 et OMI 60.
Donc le triangle OMI, c'est un triangle équilatéral, c'est-à-dire qu'il y a ces trois côtés égaux aussi. Donc vous avez OM qui est égal à OI. Ben, c'est ce que nous avons marqué ici. Donc le triangle OMI est équilatéral car ces angles valent tous 60 degrés. Donc vous avez OM égale OI en valeur absolue, en grandeur si vous voulez, et en valeur algébrique, c'est-à-dire avec des signes, nous avons OM égale moins OI, parce que le OI, il est dans le sens négatif, alors que OM, il est dans le sens positif de A1. Et celui-ci, il est dans le sens négatif de A3. Donc, vous avez les valeurs algébriques, la relation entre valeurs algébriques, c'est ça, hein, c'est-à-dire avec des signes. Alors, OM est égal à X1, hein, vous avez ici dans la figure, OM, c'est l'abscisse de I, donc c'est X1. OM égale X1, pardon, c'est là. C'est égal à M sur H plus K, c'est tiré à partir de là, égale moins OI, c'est à partir de cette relation-là, et c'est égal à moins M sur I. Ben, dans l'équation du plan HKL, M est positif parce que nous sommes dans le cadran positif, hein, le plan se trouve dans le cadran positif des axes cristallographiques. Vous avez A1, A2, hein, et M est dans le côté positif des axes O1, AB, si vous voulez, hein, A1, A2. Donc M est positif. Pour avoir quelque chose de positif, puisque nous avons ici un moins ici, donc I devrait être négatif. Et effectivement, I est négatif parce qu'il est selon moins A3. Et à ce moment-là, donc on trouve M sur H plus K égale moins M sur I. Et de là, on tire I égale moins la somme de H et de K, moins H plus K. Donc nous avons trouvé comment déterminer I à partir des indices H et K. Alors, si on connaît H et K, donc on peut calculer facilement petit i. Et l'adjonction de petit i va nous permettre de voir facilement si des plans considérés, ou bien certains plans, si on peut voir si certains plans sont équivalents par symétrie. On va prendre par exemple les plans 1, 2, 3 et 1, 3 bar 3. Donc ça c'est la notation sans l'indice, sans quatrième indice petit i. Si j'introduis l'indice petit i, donc notation HKIL, ben le premier plan va se transformer en 1, 2, 3 bar 3 et le deuxième plan, celui-ci, va se transformer en 1, 3 bar 2, 3. Alors le I ici, c'est moins H plus K, et là aussi, c'est moins H plus K. Donc vous pouvez faire les calculs par vous-même et vérifier. Alors, entre ces deux notations, hein, l'indice H est le même et l'indice L est le même, il ne varie pas. Par contre, l'indice K et I, ben, entre les deux plans-là, ils s'interchangent. Hein, le I prend la place de K et le K prend la place de I dans le deuxième plan. Donc, en regardant ça, quand vous voyez que les indices K et I changent de place entre deux plans, ça veut dire que ces deux plans-là sont équivalents par une opération de symétrie du réseau. Ben, c'est ce qu'on va voir dans la suite, donc en faisant le schéma suivant. Donc vous avez le vecteur A1, c'est le vecteur A dans le réseau hexagonal, le vecteur B, le vecteur donc A3 que nous avons tracé tout à l'heure, c'est un vecteur d'une autre maille si vous voulez. On prolonge A2 hein, pour voir l'intersection du deuxième plan avec A2 si vous voulez. On prolonge A3 aussi pour voir l'intersection du deuxième plan avec A3. On trace le premier plan, donc c'est 1, 2, 3 bar 3. Ça veut dire, si vous avez ces indices-là, ça veut dire que le plan ici considéré va couper A1
en U fois A1. Je fais l'inverse de 1. 1 sur 1, c'est 1. Donc, il va le couper en U fois A1. Effectivement, il le coupe ici en U fois A1. Il coupe l'axe B, ou bien l'axe A2, en 1 demi. Hein, j'inverse l'indice de Miller. 1 demi de A2. Donc là, vous avez 1 demi de A2, effectivement. Hein, c'est la moitié ici. Il coupe l'axe A3 en 3 barres, c'est-à-dire en moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Donc, moins 1 tiers, c'est cette distance-là. Hein. Le sens positif, c'est comme ça. Et le sens négatif, c'est comme ça. Donc là, nous avons moins 1 tiers de toute cette distance. Et l'axe C, il le coupe en 3, mais nous n'avons pas représenté l'axe C ici parce que, si vous voulez, il n'ajoute rien à notre démonstration. Non, si je trace le deuxième plan, c'est 1, 3 barres, 2, 3. Alors, 1, 3 barres, 2, 3, il va couper l'axe A1 en une fois A1. Donc, 1 sur 1, c'est une fois A1, donc c'est bien ici. L'axe A2, il le coupe en moins 1 tiers. J'inverse toujours les indices de Miller. Donc, moins 1 tiers, c'est bien, c'est ça. C'est bien ça. Hein? Donc, moins 1 tiers. Et l'axe A3, il le coupe en 1 demi. Donc, la moitié ici, A3, c'est 1 demi. C'est dans le sens positif. Hein? Donc, c'est 1 demi de A3. Et C en 3, je vous ai dit que ça ne nous intéresse pas dans cette démonstration. Donc, nous avons montré les traces, si vous voulez, de ces deux plans-là avec le plan A1, A2, A3. Donc, vous avez les traces des plans ici. Et vous voyez bien que ces traces-là, ou bien ces deux plans-là, sont équivalents entre eux par l'opération miroir. Donc, si je place un miroir comme ça, ce plan devient l'image de celui-ci dans le miroir, et vice-versa. Donc, nous avons montré que ces deux plans sont effectivement équivalents. Mais sans faire le dessin, je peux dire qu'ils sont équivalents par une opération de symétrie. Je ne peux pas dire que c'est le miroir, si vous voulez, mais je peux dire qu'ils sont équivalents par une certaine opération de symétrie du réseau, parce que j'ai les indices K et I qui changent de place, qui s'intervertissent.